Tu vois, quand tu pas 30 ans, que voilà, t'es en surpoids, enfin, tu tousses le matin, enfin, tu vois, tu sens que tu es fatigué toute la journée, c'est pas normal. À cet âge-là, tu dois être, tu dois être en pleine forme, quoi. Ouais, je me suis pris voilà par la peau des fesses et je me suis dit: «Ouais, il faut faire quelque chose», tu vois? Il fallait arrêter les frais et là, j'étais en train de puiser dans un capital, tu vois? Et du coup, c'était pas bon. Cette situation était pas bonne. Après le but était, c'était pas j'étais pas là pour faire de la performance, j'étais là pour avoir un mode de vie un peu mieux, tu vois? Meilleur. De toute façon, là, je partais de vraiment bas. C'était ma 1re course d'ultra, donc au-dessus de 100 kilomètres et ouais, ça a été très bénéfique pour moi parce que, j'ai eu des sentiments différents pendant la course. J'ai découvert beaucoup de choses en étant en retrait, toujours avec beaucoup d'humilité. Du coup, à Champé, bah, au départ, on me demande de montrer mon matériel obligatoire pour faire le checking et de voir que j'ai bien tout sur moi. Donc, je montre tout ça et puis derrière, on me rajoute un truc, on me rajoute une balise. Donc, je demande pourquoi et en fait, on m'annonce que je suis 10e. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce 15e épisode de Course épique. Merci à tous pour vos retours très positifs sur ce podcast, et notamment sur le précédent épisode avec Thierry Corbarieux, seul face à l'immensité du Grand Nord canadien pendant une course de 700 km. Continuez à parler de course épique autour de vous, cela aide le podcast à se faire connaître plus largement par tous les passionnés de running, de trail, d'ultra, ou tout simplement les amateurs de belles histoires. Et comme je vous le dis régulièrement, course épique, c'est comme la course à pied, c'est encore meilleur quand on le partage. Pour notre épisode d'aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'échanger avec Johan Stuck. Certains d'entre vous le savent déjà, mais Johan est un incroyable athlète. Mais au-delà de ce seul talent sportif, Johan est riche de valeurs simples, sincères et généreuses que vous découvrirez au fil de cet épisode. Et c'est aussi pour ça que je tenais particulièrement à le recevoir dans ce podcast. Cet épisode s'intitule Le chemin, car au-delà d'une simple histoire de course, et pas des moindres avec la CCC et ses 100 km, c'est un cheminement de vie plus global que va partager avec nous Johan. Ce chemin qu'il a peut-être un peu perdu de vue dans sa vie personnelle à la vingtaine, pour ensuite mieux le retrouver et se trouver, à force de détermination et d'abnégation. Ce chemin qu'il a également égaré sur les sentiers de la CCC, jusqu'à ce qu'il se retrouve perdu sur le parcours en pleine nuit. Et à nouveau, Johan retrouva son chemin. Mais je ne vous en dis pas plus, Johan vous racontera tout ça bien mieux que moi. J'ai passé un moment génial avec lui, j'espère que vous aussi. Bienvenue à tous dans ce 15e épisode de Course épique, le chemin. Bienvenue sur Course épique, le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course épique qu'elle se raconte. Course épique, c'est un invité, une course, une histoire hors du commun. Bonne écoute! Salut Johan, je suis ravi de te recevoir dans ce 15e épisode de Course épique. Comment vas-tu ? Bah, salut Guillaume, ça va très bien. Je suis, tu vois, actuellement en période de coupure, donc je suis totalement à toi, frais. Et quand bien même il est tôt le matin, toujours en forme. Eh ben ouais, il faut l'être, hein. Je pense que ça, c'est une rigueur qu'on essaye de se mettre, de pas se laisser aller, surtout dans des périodes comme ça. Donc, garder le même train de vie et les mêmes habitudes. On garde le cap. Avant qu'on parle plus spécifiquement de ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Eh ben, je m'appelle Johan Stuck, j'ai 37 ans, je suis coureur à pied, j'adore les longues distances sur tout type de terrain. J'ai créé aussi ma marque de vêtements qui s'appelle I Am Woodstuck, que j'essaye de développer un petit peu plus en ce moment. Voilà, j'essaye de lutter vis-à-vis de tout ce qui se passe autour voilà, de tout ce problème économique qu'on a autour de nous. Donc voilà. Pas lâcher prise sur les projets professionnels aussi en ces périodes un petit peu plus incertaines. T'as bien raison. Il faut pas. Et puis après, tu vois, je suis en plus j'essaye de créer une communauté vis-à-vis de cette marque. Donc du coup, on est plusieurs à s'entraider. J'ai des ambassadeurs, je travaille avec ma compagne aussi. Et du coup, voilà, c'est bien. Tous ensemble, on va plus loin. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta relation au sport, alors en commençant peut-être par l'adolescence et puis après la vingtaine qui a été une étape assez marquante dans ta trajectoire de vie, notamment dans ton rapport au sport ? Bah écoute, vis-à-vis de mon adolescence, ça va être assez rapide parce que bon, j'ai fait un petit peu de sport, j'ai fait un petit peu de foot, mais ça c'est jamais allé très très loin. Et ça a été de pire en pire, plus j'ai grandi entre 20 et
et 25 ans, même un petit peu avant 20 ans. Alors là, c'était vraiment le néant. J'ai toujours aimé le sport. Par contre, j'ai toujours regardé en fait ce qui se passait, que ce soit en athlé, en vélo, en foot, en tennis, etc. Enfin, du coup, je suivais un petit peu tout. Je suivais les jeux, voilà, je me suis toujours intéressé à ça sans réellement pratiquer. Et c'est vrai qu'avec cette période, à cette période-là, j'étais quelqu'un qui travaillait beaucoup. J'avais 2 jobs. À l'époque, je travaillais sur Avignon parce que je suis originaire de là-bas au départ. Maintenant, j'habite sur Écully, juste à côté de Lyon. J'avais une grosse charge de travail. J'étais responsable d'une boutique la journée. Le soir, j'étais pizzaiolo. J'avais une hygiène de vie qui était vraiment catastrophique. À l'époque, j'ai presque atteint les 100 kilos pour 1m80, un peu plus d'1m80. Et surtout, voilà, je faisais la fête tous les soirs, que ce soit le week-end, en semaine. Ça m'arrivait d'être dans des états pas possibles. J'ai testé tout type de trucs. Et ouais, je fumais plus d'un paquet par jour. J'étais à la trentaine de clopes par jour environ. Donc voilà, j'étais dans une période de ma vie qui était pas terrible, mais je m'en sers maintenant parce que j'ai fait des changements radicaux et c'est vrai que cette période-là me sert et je m'en sers chaque jour, voilà, pour retrouver de la motivation et savoir d'où je viens. C'est important de savoir d'où on vient, comment on s'est construit, etc. Donc là, ce mois d'août-là, j'ai fêté mes 10 ans d'arrêt de la clope. Bon, je rassure tout le monde, je continue de boire l'apéro, même un peu trop souvent, je trouve. Mais voilà, ça reste contrôlé. Je vais pas dans les excès. Sur les pizzas, j'ai cru voir que c'était une consommation quotidienne à certaines époques de ta vie. T'as calmé le jeu aussi là-dessus? Ouais, en fait, c'était vraiment une consommation quotidienne parce que le soir, je mangeais que ça parce que je travaillais tous les soirs dans la pizzeria, donc je mangeais que ça. Et puis ça m'arrivait le midi, de manger très souvent au restaurant. Et puis souvent, je reprenais une pizza, quoi, tu vois. Donc j'étais vraiment fan. Maintenant, je vais pas dire que j'ai arrêté, au contraire, tu vois. Je suis en grosse période de coupure, mais je continue, tu vois. Il faut se faire plaisir. J'adore les pizzas, c'est un mets que j'adore et donc, ouais, je fais plus attention, si tu veux, sur mon alimentation. D'ailleurs, je me forme à ça pour pouvoir un peu transmettre mon histoire et maintenant comment je suis arrivé à plus m'affûter et à pouvoir faire des longues distances, comme on en parlera tout à l'heure. Mais ouais, voilà, je me fais toujours des petits plaisirs. C'est ce qu'il faut. Il faut savoir récompenser son corps aussi, que ce soit voilà avec un apéro entre les copains et puis voilà, de se faire plaisir aussi. C'est important. Ouais. Peut-être que dans la privation et dans le sacrifice, il faut aussi Ouais, savoir s'accorder exactement. des Je moments pense de que ça, relâchement. c'est aller vers l'échec aussi. Donc, tu vois, tous les extrêmes ne sont jamais bons. On le voit de partout, et que ce soit en alimentation ou pour autre chose. Mais ouais, voilà. Donc là, je fête mes 10 ans. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans que je me suis mis au sport. Où, au mois d'août, j'ai fait mes premières 20 minutes de running avec des sneakers au pied, un short de foot et un t-shirt en coton. Voilà. La tenue parfaite pour se lancer dans une Ah, petite sortie. génial. Et donc, suite à cette première fois où tu as chaussé les baskets, est-ce qu'on peut parler vraiment d'une révélation? Et puis, est-ce que c'est seule la course à pied qui aura pu finalement t'apporter ça, ou ça aurait pu être un autre sport qui ait le même impact sur toi et qui t'ait lancé sur une dynamique complètement nouvelle, ou est-ce que c'est intrinsèquement ce sport-là aussi qui te touche et qui te va bien? Écoute, moi je me suis mis à courir lorsque j'ai arrêté de fumer. Donc ça a été voilà le petit déclic en me disant voilà, t'es vraiment en surpoids. Enfin, pour pas atteindre le quintal, il faudrait peut-être trouver quelque chose voilà pour compenser. Donc j'avais pas compensé dans la bouffe comme ça arrive souvent. Et du coup je me suis dit je vais trouver un sport rapide. Pour moi c'était accessible au départ. Donc voilà, j'ai pris tout mon matériel. Mon matériel simple. Donc là, on était vraiment sur la culture minimaliste et je suis parti courir. Alors c'est vrai que de partir au mois d'août dans le sud, c'était pas forcément la meilleure des choses, mais du coup, ouais, ça a duré 20 minutes. Alors pour moi, ça a été vraiment horrible. C'était vraiment dur comme sortie et du coup, ouais, j'ai galéré sur la sortie. Je me suis pas dit, ouais, la course à pied est faite pour moi. Mais T'as pas eu de après, voilà, satisfaction du tout, ou un semblant de fierté? non, non, en fait, ouais, j'ai eu une satisfaction quand j'ai fini mes 20 minutes parce que voilà, je savais pas réellement combien de temps j'allais mettre, je partais pas pour 1 heure, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai eu une satisfaction en arrivant. Comme j'avais eu de la rigueur, tu vois, sur cet arrêt de la cigarette, je me suis dit, il faut continuer là-dedans, sur cette lancée. Enfin, tu vois, prendre le flow qu'il y avait et du coup, voilà, ça s'est passé comme ça. La fois d'après, j'ai continué sur 25 minutes, 30 minutes. Après, le but j'étais pas là pour faire de la performance, j'étais là pour avoir
un mode de vie un peu mieux, tu vois, meilleur. De toute façon, là, je partais de vraiment bas où je consommais des pizzas tous les jours. Enfin, je devais manger au moins 10 pizzas par jour. Et quand je mangeais pas de pizza, j'allais manger au McDo, tu vois. Donc derrière, j'étais vraiment bas. Enfin, voilà, entre voilà, le nombre de cigarettes, de pétards que je fumais, tu vois. Je pense que voilà, j'étais au plus bas avec, enfin voilà, toutes les fêtes que je faisais en semaine. J'étais en colocation à l'époque, puis je sortais beaucoup en centre-ville la semaine. Forcément, j'avais des revenus assez importants parce que du coup, j'avais 2 boulots, mais donc en fait, je travaillais pour sortir le soir. Enfin, tu vois, c'était un peu un cercle vicieux tout ça. Et c'est vrai que j'ai changé radicalement, on va dire au départ, même ça a choqué un petit peu l'entourage que j'avais dans le sud. Et après, voilà, le but était de faire attention à ce que je fais, voilà, et puis voilà, de sortir 2 à 3 fois par semaine, mais grand max 3, tu vois, peut-être une fois la semaine et 2 fois le week-end, mais sur des sorties qui allaient pas excéder 1 heure. Et au final, je me suis trompé parce que je fais plus du tout ça, quoi. Pour finir là-dessus, est-ce que c'est une démarche que tu as vraiment entreprise pour toi? Ou est-ce que c'est le regard des autres à un moment que tu supportais plus ou enfin, où tu te sentais peut-être, jugé? Ou c'est vraiment, toi face à toi-même qui te dis: «OK, cette vie-là, en tout cas ce mode de vie-là me va plus ou faut que je corrige des choses»? Ça, je l'ai fait un peu vis-à-vis de moi, tu vois. Enfin, tu vois, quand t'as pas 30 ans, que voilà, t'es en surpoids, enfin, tu tousses le matin, enfin, tu vois, tu sens que t'es fatigué toute la journée. C'est pas normal. À cet âge-là, tu dois être, tu dois être en pleine forme, quoi. Tu vois, 25, entre 25 et 30 ans, je pense que voilà, c'est le moment où ton pic de forme est le plus important. Et si tu commences déjà à être fatigué, ben voilà, il faut se poser des questions, quoi, tu vois. Ouais, je me suis pris voilà par la peau des fesses et je me suis dit ouais, il faut faire quelque chose, tu vois. Il fallait arrêter les frais et là j'étais en train de puiser dans un capital, tu vois, et du coup c'était pas bon. Cette situation était pas bonne. Après j'ai saisi un petit peu comme ça venait, donc j'ai été autodidacte dans ma pratique et voilà. Mais non, non, c'est venu de moi-même et c'était pas vis-à-vis du regard des autres. Même si avant, j'y faisais beaucoup attention. Mais non, non, là, c'était vraiment personnel et au contraire, grâce à ça, je me suis retrouvé et je me suis découvert aussi, quoi. Et donc tu as démarré avec, c'est petit à petit, tu es monté en puissance sur cette pratique plutôt loisir et puis, ce qui devait arriver arriva, tu t'es penché sur des premières, compétitions, sur tes premiers trails et tes premiers gros morceaux. Il y a notamment le marathon du Mont Blanc qui a été, je pense qu'il y a une saveur particulière, pour toi, ton 1er marathon du Mont Blanc. Est-ce que tu peux nous en dire, quelques mots peut-être? Ce que tu as ressenti, à te frotter pour la première fois à ce type de distance et sur un trail comme celui-là? Bah ouais, j'y suis allé vraiment progressivement. Donc quand je suis parti du sud en arrivant sur Lyon, donc voilà, j'ai commencé à courir tranquillement. J'ai couru autour de Lyon et dans Lyon pour découvrir la ville parce que je la connaissais pas du tout. Donc j'ai rendu ce côté-là assez ludique et simple. Et c'est vrai qu'après, j'ai rencontré des personnes liées à la course à pied. Donc je me suis inscrit en club pour découvrir un petit peu voilà de nouvelles choses, le fractionné par exemple, l'effet de groupe que j'adore. Et ouais, du coup, j'ai pris des conseils, j'ai pas grillé les étapes, j'ai suivi ce qu'on me disait. Donc grâce à ça, ça m'a permis de pas me blesser, de voilà, et de pas rentrer non plus dans du surentraînement. Là, j'ai augmenté ouais forcément les sorties par semaine et puis voilà, en faisant toujours du renforcement, en faisant attention tout autour, en retravaillant mon corps, etc. Parce que je perdais du poids, donc il fallait faire attention aussi là-dessus. Parce que j'ai perdu 20 kilos, voire plus, depuis que j'ai commencé. Et derrière, ouais, j'ai commencé à mettre des dossards et à vouloir faire mieux de plus en plus. Et c'est vrai que l'étape du marathon du Mont Blanc, restera quand même, restera quand même en moi, parce que c'était quand même mon premier vrai trail, parce qu'après je courais plus autour de Lyon et c'était pas forcément voilà du pur trail, c'était plus de la course nature. Et là, ouais, là je me suis rendu compte de ce que c'était réellement le trail en montant en altitude. C'est pas forcément un terrain très technique le marathon du Mont Blanc, mais quand même on retrouvait
cet esprit montagne et j'étais surtout au milieu de personnes enfin voilà, que je voyais sur les magazines et j'étais comme un enfant. Enfin, tu vois, de voir au loin Kylian Jornet, enfin d'autres coureurs, pour moi c'était top et c'était une sorte d'aboutissement. Enfin, me dire faire 40 kilomètres en montagne, je l'avais jamais fait, tu vois. Donc j'y suis allé de la façon la plus humble et d'une manière vraiment détachée. Et en fait, en courant comme ça m'a beaucoup aidé à réussir la course. Et ça m'aide en fait énormément, beaucoup en ce moment et ces derniers mois en me disant rappelle-toi d'où tu viens et rappelle-toi que, enfin voilà, t'es loin d'être le meilleur. Enfin, prends cette humilité et tu réussiras forcément tes courses. Prends du recul et c'est vrai que ça m'aide beaucoup. Cette course m'a beaucoup aidé, m'aide toujours. Et c'est vrai que j'ai des magnifiques souvenirs parce que en passant la ligne d'arrivée, je me retrouve avec ma compagne qui m'attendait sur la ligne. Au final, je fais un résultat qui est pas trop mauvais, où j'essaye de me battre pour une 20e place au milieu d'un plateau de coureurs qui est exceptionnel, même si je finis loin derrière Kylian. Mais C'est quand même une sacrée perf pour, voilà, pour la première fois que tu te frottais à ce type ouais, de ouais, niveau. en fait, je sais que je joue la 20e place, mais au dernier moment, tu vois, dans la dernière ascension. Et c'est vrai que ben, je remonte du monde petit à petit. Et puis voilà, je retrouve ce flow que j'essaye de trouver quand ça va pas, de retrouver quand ça va pas. Et ouais, c'était fabuleux ce que j'ai partagé ça avec des amis. Enfin voilà, on était à la Mecque de la course à pied, enfin, tu vois, et ouais, j'étais dans un autre monde, et c'est vrai que là, j'étais vraiment dans une sensation de plénitude, et voilà, c'est un super souvenir, et c'est un magnifique trail aussi, que je devais refaire cette année, mais malheureusement, bah, ça n'a pas eu lieu. Rendez-vous en 2021, j'espère. Exactement. Depuis ce marathon du Mont Blanc, tu as sérieusement enrichi ton palmarès en trail avec notamment, des victoires, un ultra à Dubaï, à Belle-Île, à la Saint-Élion en relais, une 2e place à la 6002 en 2017, une autre 2e place à l'Eco-Trail en 2016, puis une 5e en 2018 et une 4e en 2019, une 5e place au championnat de France de 100 km en 2017 ou encore une 3e place à l'Ultra Trail de Hong Kong en début d'année 2020. Parce que oui, il y a eu des courses en 2020. Bref, la liste est longue et super impressionnante. Est-ce qu'il y a, parmi toutes ces courses, ou enfin, on va parler de la CCC un peu plus tard, mais est-ce qu'il y a eu des moments un peu pivots, des moments un peu charnières dans des courses que tu as vécues, tu vois, à un moment, tu as senti une bascule ou voilà, ça a changé ton rapport à la course, ta façon de voir les choses? Est-ce qu'il y a eu un ou deux moments phares dans ces courses-là ou d'autres dont tu te souviens et qui ont laissé une empreinte très forte chez toi? Bah écoute, ouais, bon, il y avait ce marathon du Mont Blanc, voilà, qui a été une belle bascule là-dessus, où je me suis dit, bon, bah, il y a peut-être quelque chose à faire, donc on va peut-être travailler un petit peu plus durement et d'être un petit peu plus assidu. À l'époque, du coup, j'étais vendeur dans un magasin de montagne, donc on faisait ski l'hiver et rando et un petit peu de trail l'été. Donc pour moi, c'était sympa parce que du coup, c'était vraiment un travail polyvalent et voilà, on variait pas mal de sports. Donc ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour découvrir un petit peu plus la montagne que de proposer que du running ou du trail. C'est vrai que derrière, pendant que j'étais là-bas, c'est vrai que j'ai découvert voilà, pas mal de marques, etc., que j'ai pu tester. Enfin, du coup, ça m'a vachement enrichi là-dessus, sur, voilà, sur le matériel qu'on pouvait trouver. Et ouais, je me suis vachement impliqué là-dedans et j'ai impliqué en même temps mes entraînements dessus. Donc, j'étais vendeur la journée. Donc, je m'entraînais le matin assez tôt. Je commençais à 10 heures, je finissais à 19 heures. Je rentrais en courant parce que je mettais moins de temps en courant qu'en prenant le bus pour rentrer chez moi. Donc, je faisais ça. Et Pratique. c'était assez lourd parce que tu ramenais toutes tes affaires sales, donc c'était un petit peu plus lourd. Mais non, mais du coup, c'était pratique, c'était ludique et voilà, ça me permettait d'avoir une bonne charge d'entraînement quand même. Et lorsque j'ai fait le Trail des Cabornes une année, que j'ai gagné devant des gros coureurs comme enfin il y avait Fabien Tolinos, il y avait Ludovic Pomeray, Emmanuel David, enfin tu vois, il y avait des beaux noms Gros et niveau, ouais. en fait je gagne vraiment en outsider et c'est vrai que là ça a été vraiment le pivot, on va dire, on va dire entre guillemets ma carrière, parce que je trouve pas que j'ai une énorme carrière à côté d'autres personnes, mais du coup je me suis dit ouais, t'as fait le job, ça a payé. Pour moi, de toute façon, quand on travaille, on réussit normalement. Même s'il peut y avoir des échecs au milieu, je pense que si on est rigoureux dans la manière de faire, on peut réussir. Alors peut-être pas atteindre les sommets, mais on peut quand même avoir un sentiment de réussite.
Et du coup, derrière, j'ai commencé à être vu par des partenaires. Donc là, ça a été un changement. Donc j'ai continué de travailler dans le job que j'avais. Et puis mon premier partenaire a été New Balance qui m'a contacté suite à cette course des Cabornis. Et c'est vrai qu'après, je me suis dit, vas-y, on va se lancer à fond. Et j'étais vraiment novice, tu vois, dans le milieu, à pas savoir comment ça se passait. Et je pense que ça a été l'une des meilleures périodes, enfin, ces 2 années qui ont suivi, ça a été une grosse période où, j'étais vachement en retrait et c'est grâce à ça, je pense que je performais. Et du coup, il y a eu des courses, ouais, pour revenir à ta question, il y a eu des courses qui m'ont vachement aidé et que j'ai découvertes et qui m'ont aidé aussi personnellement, comme la CCC, on en parlera tout à l'heure, mais c'était ma première course d'ultra, donc au-dessus de 100 km. Et ouais, c'était très bénéfique pour moi parce que j'ai eu des sentiments différents pendant la course. J'ai découvert beaucoup de choses en étant en retrait, toujours avec beaucoup d'humilité. Même si j'ai eu un petit couac à la fin, j'ai quand même réussi cette course. Et tu vois, derrière, j'ai voulu faire 2 autres CCC en y allant, tu vois, avec mon slip et mon couteau, tu vois, comme ça, à me dire, j'y vais, je vais tout défoncer. Et en étant un petit peu trop sûr de moi, et au final, j'ai abandonné les deux, tu vois. Et j'étais pas forcément, tu vois, sur des points de passage largement au-dessus de ce que j'avais fait avant, alors que pourtant sur mes entraînements, j'étais beaucoup plus performant. Et donc, tu vois, de tout ça, je m'en sers. Et du coup, ça me permet de relativiser sur pas mal de choses. Donc, cette CCC, c'est vraiment un exemple pour moi. Je trouve que c'est une très belle course, que tout le monde parle de l'UTMB. Certes, c'est un niveau mondial, c'est un ultra, c'est un 100 miles, tu vois. Mais la CCC, pour moi, ouais, c'est une très belle aventure. Je trouve cette course bien. Et enfin, voilà. Et pour moi, ouais, c'est un moyen, voilà, de me rappeler d'où je viens. Et voilà. C'était vraiment une course charnière dans ma pratique. Et donc ton conseil, c'est à ne pas faire en slip et en couteau. C'est ça qu'il faut qu'on retienne. Ouais, faut éviter. Puis en plus, je pense que sur les courses de l'UTMB, ça passera pas avec tout le matériel de camping qui nous demande d'emporter, tu vois. Le slip de survie, très important en cas de Ouais, problème. ouais, Et ouais. et Et le puis sifflet, ouais, et imperméable. de préférence. Est-ce que tu as aujourd'hui un format de course de prédilection? Est-ce qu'il y a une distance reine pour toi ou est-ce que tu as envie de varier un peu les distances et les plaisirs? Alors, ouais, moi, je suis vraiment, on va dire, je suis performant entre 60 et 80 kilomètres sur des formats, on va dire, longs, mais quand même assez rapides. J'aime bien les courses roulantes, même si je travaille énormément ma technique depuis des mois maintenant. Mais ouais, j'ai envie de passer le cap et de voir au-delà de 100 kilomètres. Donc déjà, il faudrait que je réussisse un 100 bornes pour me mettre dans la confiance et voilà et de bien me lancer sur des entraînements différents derrière. Mais c'est vrai que à terme, j'ai envie de faire des courses comme le Lavaredo dans les Dolomites. Après, refaire une CCC forcément, et après des courses longues mais quand même assez toniques comme la Western States ou Leadville par exemple aux États-Unis. Ça, ce sont 2 courses qui me font rêver avec l'esprit américain. Et ouais, voilà, après un UTMB, forcément, l'UTMB est assez décrié, mais ça reste un UTMB et il faut le cocher dans la liste. Donc l'UTMB forcément. J'ai une question hautement philosophique pour toi, Johan. Pourquoi tu cours? Pour me sentir libre. Voilà, je me sens libre. Ça me permet de me ressourcer. Enfin, je travaille beaucoup donc sur ma marque et en même temps j'accompagne des gens que je salue d'ailleurs. Sont des personnes que j'accompagne, tu vois, donc sur des planifications d'entraînement. Mais au-delà de ça, j'essaie de chercher quelque chose de hyper humain. Et voilà, j'ai un groupe, une entité, on va dire, c'est vraiment une tribu, quoi, où c'est des personnes de niveaux différents, de styles différents, des hommes, des femmes. Et au-delà de ça, j'essaie de toujours trouver des choses supplémentaires pour eux. Parce qu'une planification d'entraînement, je pense que si tu es un petit peu, voilà, un petit peu doué, tu arrives à faire une planification d'entraînement et sans faire d'erreur, tu vois. Mais derrière, il faut trouver une émulation, trouver plein de choses, varier les entraînements, retrouver de l'émulation entre eux. Enfin, tu vois, d'un sport personnel, j'essaie de faire quelque chose enfin, d'un sport individuel, j'essaie de faire quelque chose de collectif, tu vois.
Et grâce à ça, j'essaye de constamment évoluer, d'évoluer ma façon d'entraîner, ma façon de faire. Et en courant, tu vois, donc je me sens libre, ça me fait du bien quand je reviens. Mais aussi, ça me permet de me retrouver, de voir ce que je fais bien, ce que je fais mal, tu vois. Je me recentre trop sur moi, je me questionne, je me remets en question. Du coup, ça me permet, je fais une sorte de brainstorming, si tu veux, en courant. Je le fais pas tout le temps, mais quand je sens que ça vient, tu vois, j'essaye de travailler là-dessus. Et du coup, derrière, je suis beaucoup plus productif. Donc, ça m'aide aussi à faire ça. Petite séance d'autodiagnostic maintenant. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts et éventuellement les zones sur lesquelles tu as plus de travail peut-être, enfin en tout cas c'est moins naturel ou c'est plus fastidieux pour toi de certaines étapes de la préparation, certaines phases? Où est-ce que tu sens que tu es naturellement très doué et puis des choses que tu dois travailler un peu plus? Je pense que j'ai des prédispositions déjà au départ, mais ces prédispositions, je sais il faut les bosser. Maintenant, avec une expérience, on va dire, ça fait réellement 5 ans maintenant où j'essaye d'être performant. Je sais, les points faibles et les points forts que j'ai. Donc, ça, c'est une chose, qui est intéressante et ça, c'est vraiment un point fort. Donc, je sais comment m'orienter. Et après, derrière, le point négatif, je pense que mon principal ennemi, c'est moi. Tu vois, je pense que je me mets des bâtons dans les roues tout seul. Je sais pas si c'est un manque de confiance ou parce que je veux trop bien faire sur certaines choses. Donc, je relativise peut-être pas assez sur des points. Et voilà, mon principal souci, c'est moi, je pense, sur certains points. Donc, tu vois, ça a travaillé aussi. Est-ce Plus que ça travail de fait écho à respect. ce que tu disais tout à l'heure de cette espèce de période un peu insouciante des débuts, où, finalement tu étais très relâché et puis finalement, petit à petit tu t'es pris au jeu et donc ça a entraîné une espèce de montée en pression, tu te sens peut-être plus observé et puis tu es plus exigeant parce que tu as mesuré ton plein potentiel et donc est-ce que ça te met une espèce de pression additionnelle? Ouais, c'est les deux, parce que du coup, j'ai basculé assez rapidement, tu vois. Comme j'avais pas de passif de sportif, mon histoire est assez cool à raconter et c'est vrai que j'adore la partager. Donc forcément, pour la partager, il faut utiliser beaucoup les réseaux sociaux. Donc je suis assez actif sur les réseaux sociaux, comme tu as pu le voir. Et du coup, derrière, forcément, tu as beaucoup de gens qui te suivent, il y a beaucoup de gens qui attendent ce que tu fais. Il y a un regard forcément de certains, même si certains s'en foutent et qu'ils souhaitent juste du partage comme ça. Mais ouais, du coup, ça m'a mis une pression supplémentaire. Et après, oui, quand tu commences à avoir des partenaires, tu as encore une pression qui est là également. Et après, quand tu veux trop bien faire, des fois, c'est pas bon. Donc, et quand tu es toujours en train de tirer sur la corde, sur plein de cordes en même temps, forcément, le mur, il s'arrache, tu vois. Donc, voilà, maintenant, j'essaye de mettre un petit peu du mou sur tout, d'utiliser mon histoire pour la partager et voilà, de manière simple. En plus de ça, de mon côté, je vais essayer de mixer à partir de maintenant avec un autre sport qui est le gravel pour prendre un petit peu plus un petit peu plus de recul et utiliser le gravel aussi en compétition. Du coup, je veux décomposer ma saison en un tiers gravel et deux tiers trail running, tu vois, en restant dans la compète forcément et retrouver en fait mes débuts grâce au gravel. Que je pars de là en me disant, on part sur de l'aventure, comme je l'ai fait au départ. En plus, le gravel s'y prête parfaitement parce que c'est vraiment le sport pur d'aventure, de découverte, de recentrage sur soi. Donc, je repars là-dessus. Et Juste en pour fait, ça préciser va. peut-être Johan, le gravel c'est du vélo? Donc le gravel, c'est Ouais. pour expliquer rapidement, c'est un mix entre le vélo de route et le VTT. Donc en gros, on peut rouler assez vite, contrairement à un VTT sur des portions assez roulantes. On peut rouler sur la route sans perdre énormément de vitesse et de puissance. C'est un petit peu moins adhérent, on va dire, que le VTT. Et par rapport au vélo de route, ouais, c'est des pneus un petit peu plus larges. C'est la même forme, on va dire, c'est le même cintre qu'un vélo de route, mais avec des pneus plus larges et un vélo qui passe plus facilement, en fait, voilà, dans les chemins. Ça va pas non plus dans des chemins très accidentés, mais voilà, ça peut être le gravel, voilà, les compétitions de gravel, on peut retrouver des courses à étapes sur 5 à 6 jours, un petit peu partout, dans le Colorado américain, dans la traversée de l'Atlas, ou sur des courses assez longues, entre 100 et 200 kilomètres, voilà, sur des chemins assez damés quand même.
Voilà, c'est un petit peu un cyclo-cross, on va dire, très longue distance. Et du coup, voilà, pour revenir sur le gravel, je vais m'en servir en même temps, voilà, pour retrouver en fait cette mentalité que j'avais perdue, que je retrouve aussi malgré tout. Mais voilà, et puis aussi pour mixer le sport et pas faire que de la course à pied et de pas m'épuiser là-dedans. Et voilà, retrouver toujours dans cet esprit fun de partage et voilà de cohésion avec les coureurs et avec les gens qui nous suivent. Écoute, merci beaucoup, Johan, pour cette intro. Ça nous a permis de lier plus intimement aux connaissances. On va passer maintenant à notre séance de la basket chinoise. C'est un format de portrait Ouais. chinois, mais dans une version sportive qui va nous permettre de continuer à mieux te connaître. La première question traditionnelle de cette basket chinoise, si tu étais un personnage de fiction, qui serais-tu? Bah écoute, c'était un truc que j'ai réfléchi, mais j'arrive pas forcément à trouver. Alors, j'en ai parlé avec ma compagne, mais elle me dit, ouais, Forrest Gump. Alors, je lui dis, bah ouais, Forrest Gump, c'est vrai que sur la finalité du truc, c'est que c'est le mec qui réussit, mais de me dire, voilà, d'être Agnaï me correspondait pas un petit peu comme ça, tu vois. Ouais. Mais après, moi, j'adore le film Seul au monde aussi avec Tom Hanks et j'adore en fait ce truc où le mec fait le point sur sa vie, tu vois, fait le point sur sa vie lorsqu'il se crache en avion et qu'il se retrouve tout seul sur une île déserte où tu vois, il se retrouve lui-même. Enfin, moi, j'aimerais bien être ce personnage-là parce que je trouve que il y a de la persévérance, tu vois, dans sa manière de faire, alors que le mec est au fond du trou et voilà. Et pour lui, je pense que Il n'y a pas on est d'issue, sur, ouais. il- Enfin, en tout cas, il ouais, ne peut ouais, pas se projeter il a dans pas dans d'issue, une issue il positive. peut pas se frotter, il a pas d'issue, et au final, bah, il combat contre ça, et au final, il réussit, mais ouais, j'adore ce film, ouais, j'adore tout ce qui se passe. Il y a un rôle d'acteur qui est quand même exceptionnel, quoi. Ouais, c'est vrai que ça se retrouve un petit peu, ça fait un peu une parallèle à ma vie où j'étais au fond du trou, sans issue, alors de façon moins grave, hein, c'est sûr, parce que j'avais plus facilement de manière de me relever, quoi. Et au final, voilà, on s'en sort, quoi. Deuxième question pour cette basket chinoise, si tu étais un animal, quel serait-il? Bah, moi, je serais mon chien, tu vois. J'ai un bulldog français qui dort toute la journée, qui est caressé par ma fille, ma compagne et moi, qui est dorloté, que son seul effort physique, c'est de passer du canapé à notre lit, tu vois. Facile. Et ouais, il a la meilleure des vies et Il a bien ouais, géré le j'aimerais confinement, bien ça être. va? Un peu psychologiquement, il n'était pas trop stressé? Non, non, ça va, il était pas trop stressé. Non, non, je te rassure. Il a un petit nom, ton chien? Et il s'appelle Jornet. Non, Bon, d'accord. ouais. Il a 8 ans. Alors, du coup, à l'époque, Kylian n'était pas très connu. Donc, mais maintenant, ouais, ça fait. Enfin, pas très connu. Il était moins connu que maintenant. Mais ouais, il s'appelle Jornet. Donc, c'est assez drôle. Quand on est sur les courses, on l'appelle Kiki. Parce que sinon. Mais D'accord. ouais, j'aimerais bien être réincarné en lui. Parce que, ouais, il a Il a la belle la vie. plus belle des vies, quoi, tu vois. Et est-ce qu'il y a, pour conclure cette basket chinoise, un sportif ou une sportive qui susciterait une admiration, particulière chez toi? Bah écoute, moi j'adore Anton Kuprika, je pense que ça va choquer personne, Mmh. qui est un coureur américain de longue distance, même s'il court moins maintenant. Je trouve que pour les personnes qui le connaissent pas ou qui le suivent pas sur les réseaux sociaux, je vous invite à le suivre parce que c'est un mec qui a été très performant une année où il a gagné Leadville, il a gagné la Transgran Canaria par exemple. Il a fait de très belles courses. C'est un coureur minimaliste qui fait aimer en fait le trail running parce que il a une autre manière de communiquer. Il parle pas de performance alors qu'il a été très performant. Et voilà, il fait beaucoup beaucoup de gravel, mais beaucoup d'escalade aussi, de scrambling. Et il le partage très bien, je trouve. Et ça donne envie, tu vois. On peut pas être que élite, tu vois, pour donner envie aux gens. Ben après, quand tu as une personne qui fait de belles photos, qui explique ce qu'il fait, C'est un partage qui est pas que sportif, c'est des valeurs aussi auxquelles tu peux t'identifier, dans lesquelles tu peux te reconnaître. Il y a une exactement. façon Et d'être. ouais, moi je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant. Et alors, je me suis pas fait pousser la barbe pour lui, hein, mais non, non, c'est quelqu'un de très inspirant Donc suivez-le et sur les quelqu'un réseaux qui gère sociaux. très bien sa communication aussi. On voit que c'est quelqu'un de très intelligent. Bah, écoute, merci beaucoup Johan. On va maintenant parler de ta course épique, la CCC, et plus particulièrement de son édition 2014. Pour planter Ouais. brièvement le décor, la CCC, qui signifie littéralement Courmayeur, Champeix, Chamonix, c'est le nom des 3 villes italiennes, suisses et françaises qu'elle relie. C'est un ultra de 100 km et de 6100 mètres de dénivelé positif qui emprunte en grande partie le sentier international de grande randonnée du Tour du Mont Blanc.
Cette épreuve de montagne, elle comporte de nombreux passages au-delà des 2500 mètres d'altitude dans des conditions climatiques parfois très difficiles et elle réunit chaque année un nombre de coureurs limité à 1900 qui doivent parcourir ces 100 km dans un délai maximum de 26h45. Le départ de cette CCC, il est donné chaque année fin août au centre de Courmayeur dans une folle ambiance au son de la mythique musique de Vangelis. Considérée, comme tu nous l'as dit tout à l'heure souvent, comme la petite sœur de l'UTMB, la CCC, elle s'est fait un nom au fil des années, figure aujourd'hui parmi les courses les plus prestigieuses au monde. Pour en juger, il suffit de regarder les athlètes qui figurent à son palmarès, Mimi Kotka, Caroline Chavreau ou encore Maud Gobert chez les femmes. Et côté garçons, Xavier Thévenard, Zach Miller ou encore Michel Lannes, pour ne citer que quelques noms. Et c'est sur l'édition 2014 de cette course, Johan, que tu as décidé de t'aligner pour la première fois. Avant que tu me partages avec nous le récit de ta CCC, petit passage obligé par notre rubrique La question qui pique de course épique, une question gentiment piège que je pose à chacun de mes invités. Donc pour cette question, Johan, on va parler bouffe. J'espère que c'est un sujet qui te tient encore à cœur. Comme on l'a dit précédemment, CCC, c'est bien sûr les initiales de Courmayeur Champex Chamonix, la course qui nous intéresse aujourd'hui, mais c'est aussi les initiales du fameux chili con carne. L'objet de notre question qui pique d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu tiré par les cheveux, j'avoue. Question qui pique qui n'aura jamais porté aussi bien son nom avec la masse de piment qu'on peut retrouver dans le chili con carne. C'est une question très simple pour toi, Johan. Est-ce que le chili con carne vient du Chili? Moi, je dirais non. C'est une bonne réponse. Ça vient des États-Unis. Alors, c'est aujourd'hui très difficile. Tu peux imaginer, il y a des milliers d'historiens qui sont plongés sur ce sujet palpitant pour essayer de Forcément, il doit trouver y avoir des spécialisés, je pense, sur le chili con carne. les chili con carnologues, voilà, une filière en plein devenir. Et donc voilà, et en fait, il y a beaucoup d'États des États-Unis qui revendiquent en tout cas comme la terre d'origine du chili con carne. Il y a plein d'histoires un peu plus ou moins vraisemblables sur son origine. Que c'est peut-être l'armée américaine où fut cuisiné le chili con carne pour la première fois. D'autres qui en attribuent la paternité aux Amérindiens, aux immigrants grecs, irlandais, espagnols ou même chinois. Donc autant il est difficile de déterminer l'origine exacte du chili con carne, autant il est assuré que le Texas s'est vraiment vite imposé comme l'État qui incarne le plus légitimement la passion américaine pour ce plat. Pour la petite histoire, le chili con carne est depuis 1977 le plat officiel du Texas. Ceci dit, le représentant du Nouveau-Mexique au Congrès américain, il n'a pas lâché le morceau et il a déposé en 1984 une motion qui proposait de déclarer le chili con carne plat national des États-Unis. Une motion qui n'a jamais été adoptée jusqu'ici, malheureusement. Voilà, Johan. Donc maintenant, on peut le dire, tu es incollable sur le chili con carne. Ah ouais, là, c'est bon. Et ça, C'est tu vas bon, pouvoir briller, à incollable. mon avis, dans les dîners en ville. Je pense que tu vas pouvoir en épater plus d'un avec Ouais. ces Je te souhaite connaissances. bon courage pour trouver un plat avec UTMB. Oui, effectivement, je vais me pencher sur la question. Bon, allez, revenons à nos moutons. On va parler de ta course épique. Est-ce que tu Moi, je peux... ne vous conseille pas le chili con carne en course, hein, par contre. Oui, effectivement, c'est le conseil du jour. Après, pas de slip couteau sur les courses. Et effectivement, le chili con carne, c'est très Ouais, déconseillé. il n'y a pas de place d'ailleurs pour le prendre, hein. C'est le Parce que réchaud en si plus. tu le mets entre les fesses, ça risque de faire mal le chili con carne. Ça peut être désagréable, oui, effectivement. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment, dans quel contexte et à quel moment tu as pris la décision de participer à la CCC? Quel est le cheminement qui t'a mené jusqu'à ce qui était à ce moment-là ton premier 100 km? Écoute, comme je le conseille à tout le monde, c'est bien de faire une planification de ses courses. Par exemple, là en 2020, si on a des courses en 2021, c'est pas mal de faire une planification de course, histoire d'avoir une cohérence dans ce qu'on fait pour ses entraînements et pour les enchaînements. Moi, c'était simple. Fin juin, je partais sur le marathon du Mont Blanc qui fait 40 km. Le fin juillet, je partais sur la 6000D qui faisait 60 km et fin août, je partais sur la CCC qui faisait 100 km, tout en montagne, donc il y avait une cohérence. Donc voilà, ma planification était de faire ça. Après, j'étais vraiment dans la découverte parce que j'avais aucune notion d'un 40, d'un 60 et d'un 100. Donc j'ai découvert à chaque fois sur place, donc en augmentant mes entraînements. Et là, cette CCC, je l'avais préparée de façon assez particulière parce que j'ai tout fait dans les monts d'Or. C'est les petits monts que vous avez quand vous traversez Lyon pour aller vers Paris. C'est ces trois petits monts que vous voyez à côté. Je me suis entraîné là-dedans, donc avec des copains sur des sorties longues, des sorties, on va dire, spécifiques. Les seules fois où je suis allé en montagne, c'est pour aller courir ces trois courses que je viens de citer. Et voilà, donc la prépa déjà était comme ça, donc j'étais vraiment dans l'inconnu total. Comment tu te sens justement à l'issue de cette prépa? Donc physiquement, est-ce que tu as l'impression d'être affûté du mieux que tu puisses l'être, en tout cas, vu les conditions de terrain qui sont à proximité de chez toi pour te préparer? Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait le boulot et d'avoir fait cette montée en puissance progressive et que tu es dans des bonnes dispositions pour y arriver ou est-ce que tu sais pas vraiment?
Je sais pas vraiment parce que c'est pas les mêmes côtes, c'est pas la même raideur et surtout c'est pas même la même longueur. Donc j'étais obligé de répéter plusieurs fois les mêmes côtes pour essayer de faire un max de dénivelé. Mais voilà, dans les monts d'or, tu peux pas faire plus de 4 à 400, 500 D plus sur une même côte, contrairement bah, voilà, à ce que j'allais enchaîner sur la CCC. Par contre, voilà, côté volume, côté, on va dire, travail musculaire, je pense que j'étais prêt là-dessus parce que j'avais le volume nécessaire pour le faire. Je faisais des belles semaines d'entraînement. Après, voilà, le seul truc, c'était le terrain, l'altitude. Mais voilà, je pense que quand on fait de bons entraînements, on peut réussir presque tout type de course, quoi. À ce moment-là, tu as un contexte familial qui est en train de bouger de façon assez significative puisque, enfin, il y a une belle nouvelle en tout cas ce profil pour ton foyer et avec ta compagne. Est-ce que ça a un impact sur ta préparation, la façon, l'engagement que tu y mets ou à ce façon dont Ouais, tu bah te prépares? écoute, ouais, c'est du coup on apprend la nouvelle que bah, qu'on va avoir un enfant. Donc du coup, c'est vrai que la façon de faire et la façon de penser est quand même assez différente parce que voilà, on n'a pas encore le bébé, mais on se dit, enfin dans ma tête, c'est vrai que je pensais à beaucoup de choses là-dessus. Et lorsque j'ai couru la CCC, ma compagne ne pouvait pas être présente parce que du coup, pour des raisons médicales, elle devait rester alitée. Donc du coup, voilà, j'étais tout seul avec quelqu'un qui me faisait une assistance sur la course et pas plus. Donc c'est vrai que je pensais beaucoup à ça, où elle était bah, voilà, sur son canapé à regarder le live trail. Voilà, donc c'était quand même particulier, mais voilà, après à distance, tu peux faire beaucoup de choses, être connecté quand même, je trouve. Et ouais, donc il y avait beaucoup de paramètres qui étaient assez particuliers pour cette course et qui s'y prêtaient bien, quand même. La course en elle-même, toi, tu as prévu de prendre le départ tout seul ou est-ce que tu as des copains qui sont avec toi sur place ou avec qui tu as prévu de faire une Ouais, partie du j'ai chemin? un pote, bah, c'est Stéphane Vino, avec qui je m'entraînais beaucoup à l'époque, où on avait fait beaucoup de sorties longues ensemble dans les Monts d'Or et qui habite à Lyon aussi, juste à côté. Et donc on prend le départ ensemble, dans cette euphorie du départ avec cette musique de Vangelis, etc. Enfin, tu vois, donc j'essaye de pas m'affoler, tu vois, sur ce départ de course et voilà, j'avais pas réellement de pensée à me dire il faut suivre un tel, il fallait que je cours pour moi, tu vois, à reprendre à prendre mes sensations, à savoir que voilà, toujours me dire dans ma tête je peux faire plus, mais je fais pas, parce que la course va être longue. Donc c'est vrai que je prends un départ très très prudent. Voilà, en suivant, tu sais, quand c'est un niveau, on va dire mondial, tu te retrouves souvent avec du monde, hein. Donc du coup, là, on était vraiment à la queue leu-leu. Ouais, je me suis retrouvé, je pense, au départ dans les ouais, 60-80 premiers, quoi. Par nature, toi, tu es comment sur un départ? Tu es plutôt stressé, détendu, impatient? Comment tu fonctionnes Ouais, bah habituellement? forcément stressé parce que voilà, je stresse souvent avant les courses. Ouais, assez stressé, mais en même temps, voilà, j'ai toujours l'envie de découvrir ce que je vais faire parce que là, voilà, c'était une course de l'UTMB, un premier 100 bornes. J'avais un très bon souvenir du marathon du Mont Blanc. Voilà, du coup, c'était vraiment une découverte, même si il y avait l'envie de découverte et de performance, tu vois, de voir ce que je pouvais donner sur un type de course comme ça. Mais au final, c'était secondaire, tu vois. Donc du coup, je m'étais pas projeté à me dire il faut que je fasse telle place ou me retrouver entre telle place et telle place. Il fallait vraiment que je cours pour moi. Et je pense que c'est la meilleure des choses à faire, surtout quand tu pars sur une distance comme celle-ci. Donc ouais, il y avait forcément de l'appréhension, mais voilà, surtout de la découverte et de l'envie, voilà. Est-ce qu'il y a une ambiance très particulière au moment du départ? Cette chanson de Vangelis, est-ce qu'elle elle met des frissons et elle dresse les poils ou? Ouais, bah déjà la musique est particulière, donc forcément, tu vois, ça te permet voilà, de trouver une atmosphère assez particulière. Et derrière, ouais, tu sens qu'il y a pas la même, la même euphorie que tu as sur d'autres courses. Les gens, tu sens qu'ils sont hyper concentrés dans ce qu'ils vont faire. Tu sens que c'est du sérieux, tu vois, sur cette course-là. Et ouais, tu vois, les regards vraiment concentrés, tu vois, au loin, prêts à en découdre, tu vois. Enfin, moi, j'étais pas en plus sur la ligne des premiers, hein. J'étais juste un petit peu en recul. Mais tu vois, voilà, vraiment, les personnes sont concentrées. Enfin, c'est différent, c'est une autre atmosphère. Et c'est vrai que bah, la musique de Vangelis, en fait, accentue tout ça. Et C'est un moment c'est une autre particulier. ambiance. C'est pas comme sur les autres courses. Enfin, là, ouais, tu sens que
tu sens que la journée va être longue et qu'on va vivre vraiment quelque chose de grandiose. Ça y est, le départ est donné. Est-ce que tu peux nous parler des 13 premiers kilomètres qui te mènent jusqu'à Berton avec une première bosse assez costaud en guise de mise en bouche? Bah écoute, départ, les premiers kilomètres se font sur la route où on traverse du coup la petite ville de Courmayeur avec l'hélico, etc. Enfin, c'est grandiose, quoi, tu vois. Et bah, moi, je pars de façon quand même très prudente, même si voilà, sur le départ, tu essayes un petit peu de te placer, de pas te retrouver dans un énorme groupe. C'est marrant de parler de ça à l'époque du Covid, parce que maintenant, c'est irréalisable, je pense. Et du coup, ouais, quand on se retrouve voilà dans les premiers singles où on peut pas forcément facilement doubler, voilà, j'essaie de me concentrer sur moi-même, tu vois, enlever ce stress émotionnel et de me dire bah voilà, tu fais ta montée comme tu as l'habitude de les faire en alternant marche course, tu vois. Et là, je suis assez loin, hein, je suis voilà 60e, 80e, je pense, au pied de la montée. Après, je suis quelqu'un qui monte assez vite généralement. Donc voilà, au lieu de vouloir doubler parce que c'est mon point fort, ben, voilà, je me recentre sur moi-même et je monte tranquillement, sans perdre de temps et en me disant dans ma tête, tu as encore le temps de pouvoir aller vite et surtout, j'espère que tu auras la volonté d'aller plus vite sur la fin. Donc voilà, j'en garde beaucoup quoi. Jusqu'à Berton, qui est pour moi voilà c'est l'endroit où la course réellement commence réellement. Bon, on a quand même fait un sacré gros dénivelé au départ parce qu'on a dépassé déjà les 1000 mètres de dénivelé positif en peu de kilomètres. Mais je trouve que la course démarre là parce que on arrive réellement dans la montagne. Tu vois, on est sorti de la ville, on est monté. Voilà, on arrive, voilà, on aperçoit le côté du Mont Blanc italien, enfin, tu vois, et c'est là que tu dis bon, bah, je pense que les hostilités commencent, et c'est là que tu commences à dérouler juste après Berton, où voilà, ça te lance sur la course. Et donc c'est ça, tu rejoins ensuite Bonatti qui est 7 kilomètres plus loin et là tu es en mode relance, pareil, plutôt serein Ouais, c'est ça. Ben, jusqu'à Bonatti, ouais, c'est une partie qui est assez roulante, où c'est des petits whoops. Donc ça ressemble un petit peu à, voilà, au parcours que j'ai travaillé dans les Monts d'Or. Donc là, je me retrouve plus dans mon élément où, voilà, il faut se forcer un petit peu à courir et à relancer après chaque petite descente. Donc là, voilà, ça monte un petit peu le cardio, ça permet aussi de dérouler un petit peu les jambes parce qu'on a fait que de monter juste avant. Donc voilà, ça permet un petit peu de lâcher un peu tous les lactiques qu'on a accumulés dans les cuisses. On déroule, on respire mieux, on se détend. Et c'est vrai que jusqu'à Bonatti, voilà, c'est une partie de plaisir, c'est assez large. C'est bien tassé sur le sol, il n'y a rien de technique. Donc voilà, il faut faire aussi attention de ne pas se tirer une balle dans le pied sur des parties comme ça. Mais voilà, du coup, je rattrape un petit peu de place. Je crois qu'à Berton, je suis 55e au passage. Et là, c'est vrai que bah, je commence à doubler un tout petit peu. Hein. Attention, hein, je suis pas parti en sprint jusqu'à Bonatti, mais voilà, je commence à retrouver un certain train et réellement à lancer ma course. Donc après ton passage à Bonatti, tu amorces une descente vers Arnouvac et si tu es au kilomètre 26, c'est le deuxième gros ravitaillement de la course. Là encore, c'est une descente que tu gères plutôt sereinement. Enfin, ce début de course est très en contrôle, en tout cas très maîtrisé. Ouais, bah là c'est vraiment, bah, c'est ce qu'il faut faire parce que surtout que derrière Arnouva, tu sais qu'il y a la montée jusqu'à Grand Col Ferré et Grand Col Ferré c'est la montée de la course donc c'est où en bas d'Arnouva il peut faire très bon et en haut il peut faire très froid où il peut y avoir de la neige, il peut faire entre 0 voire en dessous et du coup ouais bah là voilà toujours descente progressive, enfin tranquille, contrôlée. On essaye de pas casser trop de casse musculaire, pas faire de grosses casses musculaires, d'être relâché, de pas se bloquer. Enfin voilà, donc je descends tranquillement. De toute façon, j'ai l'habitude de faire ça. Je suis pas un grand descendeur, donc pour moi, dans les descentes, je suis plus là à me régénérer, on va dire, à contrôler, descendre tranquillement pour pouvoir bah, relancer derrière, que ce soit sur le plat, le faux plat ou bah, des bonnes montées, quoi.
Donc là, donc il y a ce gros morceau qui est les Grands Cols Ferrés. Je pense que tu étais accompagné de ton copain Adrien jusqu'à ce moment-là que tu lâches. Lui est un peu peut-être plus en difficulté sur ce passage. Et toi, tu amorces la montée, c'est ça, vers le Grand Col Ouais, Ferré bah tout en seul? fait, la descente d'Arnouva, je fais ça avec Adrien Séguré, avec qui on discute pas mal en fait sur la course. Alors, il y en a qui rigolent quand ils entendent qu'on discute, mais bon, on est sur un rythme quand même cardiaque qui est pas forcément super haut. On est entre 140 et 150 pulses, donc on peut arriver à gérer, surtout quand on a un entraînement régulier. Donc, c'est une pulsation où on peut quand même un petit peu discuter sur des parties roulantes ou descendantes. Donc, lui est beaucoup plus à l'aise en descente. Donc, en gros, bah, je le suis et je me cale sur lui. Après, on essaie d'attaquer un petit peu la montée ensemble et au final, bah, je monte un petit peu plus rapide que lui parce que je suis peut-être en meilleure forme sur ce jour-là. Et derrière, bah voilà, je commence à doubler du monde, à rencontrer certaines personnes. D'ailleurs, quelqu'un qui deviendra un ami, c'est Brian Tinder, qui est un coureur américain qui habite à Flagstaff et on discute un petit peu ensemble dans la montée. Et donc c'était assez sympa. Donc j'arrive à le tirer un petit peu pour basculer ensemble en haut de Grand Col Ferret pour faire la très longue descente de la course qui m'a causé je pense un abandon l'année d'après parce que je l'avais descendu trop vite parce que c'est une descente très très roulante et où on peut voilà courir rapidement mais du coup malheureusement mettre du jus et beaucoup de casse musculaire donc là non je bascule de façon très prudente. Donc c'est ça, tu dis au revoir à l'Italie et tu descends, t'entames cette descente vers la Foulie qui est en Suisse, donc un passage assez peu technique. Tu as même une ampoule, je crois, au talon qui commence à faire son apparition à ce moment-là, mais globalement, tu arrives quand même à bien dérouler sur ce passage-là. Ouais, bah, je sens un truc en fait au talon et je me dis, oh là là, c'est le début d'une ampoule. Donc, enfin, je sais qu'une ampoule, tu vois, que surtout pendant l'effort, il faut surtout pas y toucher, à part si elle explose ou quoi que ce soit, tu vois. Et en fait, je sens qu'elle gonfle, tu vois, petit à petit. J'essaie de moins appuyer. Alors, je suis pas quelqu'un qui appuie énormément sur le talon, donc heureusement, en plus, j'avais des chaussures à 0 drop. Donc, pour rappeler le drop, c'est la différence entre l'avant et l'arrière d'une chaussure. Donc là, on est vraiment à plat. Alors, mais avec un amorti. Du coup, bon, ça me permet quand même de moins poser le talon sur la course, mais je sens que ouais, c'est pas bon signe, tu vois. Donc, Mhm. j'essaye de faire abstraction à ça et de continuer, tu vois, sur ma course. Et ouais, c'est vrai que la descente jusqu'à la Foulie est très roulante. Tu vois, on est sur une pente à, je pense, 10%. Et du coup, forcément, sur quelque chose qui est roulant où des fois tu as quelques cailloux mais il n'y a rien de vraiment méchant bah là en fait je gère vraiment cette descente où je déroule je m'habille je descends calmement mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de la jambe qui me dérange un petit peu mais voilà je continue jusqu'à la Foulie tranquillement sereinement. Donc arrivé à la Foulie, il te reste 15 km encore qui te séparent de Champeix. Donc là, l'idée, c'est plutôt de ne pas trop se brûler les ailes sur ce tronçon suivant. C'est un peu le… Ouais, parce que c'est un tronçon, je pense que il est pas long sur la course, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se sont cramés sur cette portion-là. Parce que c'est un format assez bah, ascendant hein, sur la carte, mais qui est très roulant parce que déjà on passe sur une bonne partie de bitume au départ, où on est obligé d'allonger, de courir, mais on est obligé de mettre un effort quand même, tu vois, pour pouvoir avancer. On est en pleine montagne et puis là on arrive tu vois dans une toute petite ville donc c'est plus pareil tu vois donc l'atmosphère est différente on arrive en Suisse et là ouais quand tu rentres dans les bois pour remonter jusqu'à Champé il y a peut-être ouais une dizaine de kilomètres un petit peu moins et là on est dans du bois avec quelques racines mais en format montant mais où on peut courir tu vois donc si tu es un peu déstabilisé là-dedans, bah, tu vas griller énormément de cartouches parce que tu vas vouloir courir. En plus, là, tu commences à vraiment être placé et à te faire ta place sur la course. Et du coup, ouais, c'est quand même c'est un endroit particulier, stratégique. Et là, je commençais à reprendre du monde et ça m'a montré quoi, il y en a qui commençaient vraiment à péter à cet endroit-là. Puis c'est marrant, moi qui découvrais voilà cette longue distance, une course internationale, je commençais à doubler des personnes en fait que je connaissais, enfin, de coureurs français ou étrangers, et je me disais bon ben je suis peut-être bien placé parce que je connaissais pas du tout mon classement jusqu'à Champé et tu vois de passer de la 55e place à Berton qui était très loin là parce que ça faisait des heures de course depuis
Et je me dis, bon, c'est quand même un passage où il va falloir gérer. Et du coup, je me retrouve à Champé quand même un peu plus attaqué, c'est sûr, parce qu'on vient de faire plus de 50 bornes. Sur ce tronçon-là, tu as même croisé un drôle de personnage, un homme vache. C'était le début des hallucinations, Ivan? Ah non, non, ça c'était génial. Ouais, c'était You. Je sais pas s'il écoutera ce podcast, mais c'était Youssoufa qui adore se déguiser en vache avec son mégaphone et qui met de la musique dessus. Et du coup, j'ai eu des premiers encouragements au départ à la Foulie. Et du coup, je me disais, ah, c'est génial, parce que je le connaissais pas du tout, tu vois. Et du coup, derrière, je le revois à Champé sur la dernière petite relance là, avant d'arriver au ravito. Il était encore là. Et c'est vrai que des fois, bon, tu es dans des périodes assez difficiles où, dans l'ultra où tu passes d'une période où tu es le maître du monde, tu voles, tu es bien, jusqu'à ce que peut-être 2 minutes après, tu passes dans un sentiment en fait où tu es au fond du trou, où tu n'arrives plus à avancer, où ton esprit veut plus que tu avances, tu remets tout en question. Enfin voilà, c'est là où on en parlait tout à l'heure, c'est quand même la course d'ultra, ça te fait passer par tous les caps. Et ouais, ça m'a vachement servi parce que du coup, même à l'inverse, des fois, je tombais au plus bas et 2 minutes après, j'étais là avec un excès de confiance, tu vois, vouloir tout défoncer. Donc, c'était assez drôle et j'arrivais à relativiser, enfin voilà, et à gérer avec ça. C'était une sorte de jeu, tu vois, sur mon mental et je faisais ça en plein milieu de la montagne, en courant autour du Mont Blanc. Donc, c'était génial. Et ouais, pour revenir à You, donc là, j'étais quand même dans un moment où j'étais pas au top et du coup ouais ça m'a redonné le sourire, ça m'a fait rire, c'était vraiment marrant et je me suis rendu compte que c'était pas des hallucinations, il était bien là et d'ailleurs on s'est rencontrés, on a discuté, c'est devenu un bon copain maintenant. Bon, donc là, une fois ce passage de l'homme vache derrière toi, tu arrives à Champaigne et là, il y a une super bonne surprise en fait qui t'attend quand on t'annonce ta place. Ouais, bah c'est exceptionnel parce que du coup à Champé, bah, au départ on me demande de montrer mon matériel obligatoire pour faire le checking et de voir que j'ai bien tout sur moi parce que sinon ça engage des pénalités de temps. Donc je montre tout ça et puis derrière on me rajoute un truc, on me rajoute une balise. Donc je demande pourquoi et en fait on m'annonce que je suis 10e. Donc Incroyable. je tombe un petit peu dénu, tu vois, en me disant ah, bah je suis 10e. Je savais pas combien j'étais, de passer de la 55e à la 10e place, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Et là, bon, je me suis dit, bah maintenant, va falloir assumer. Tu vois, t'as ton top 10. Donc, bah, je suis reparti tranquillement avec ma balise, tu vois, et en me disant, bah maintenant, on va essayer de jouer au Pac-Man, tu vois, de faire comme on l'a fait avant, de rattraper petit à petit et d'essayer de grappiller les gens. Alors après, c'est pas allé aussi vite que ce que ça s'est passé avant, tu vois, mais petit à petit, je voyais des gens au loin et j'étais toujours dans une bonne forme parce que j'avais géré tout cet effort, contrairement à d'autres ou à d'autres qui n'étaient pas dans un meilleur jour et moi, j'étais vraiment dans un super jour. Donc voilà, dans chaque montée, c'est vrai que je montais assez rapidement en alternant marche-course, comme je l'ai fait depuis le départ. Et voilà, j'étais toujours dans ce flow-là où j'arrivais à prendre petit à petit des places, quoi. Voilà, j'étais sur un bon cap. Et donc après Champaigne, qui a finalement laissé assez peu de place aux grandes envolées en courant, puisqu'il y a pas mal de montées et de descentes qui se succèdent. Tu prends la direction de la Forclaz, qui est la dernière étape suisse. Et là, il y a quand même un petit brin de fatigue qui commence à se faire sentir. Ouais, ouais, bah là, on commence quand même à être bien attaqué parce que on pense à beaucoup de choses aussi. Parce que là, bon, c'est des heures de course déjà qui sont entamées en commençant à 9 heures. Donc là, on arrive sur l'après-midi et fin d'après-midi. Donc là, on commence à penser à la nuit parce que je savais pas à quelle heure j'allais arriver. J'avais pas réellement un plan de course avec des heures détaillées, tu vois, sur les heures de passage, sur les ravitaillements. Donc c'était vraiment la découverte et de voir ce que ça allait donner sur 100 km. Donc là, oui, je commence à accuser un petit peu le coup, mais au final, j'arrive à me refaire la cerise quand il faut. Donc c'est vrai que je vais un petit peu moins vite. Donc voilà, je gère avec ce que j'ai. Et c'est vrai que de la Forclaz à Trian, qui est l'avant-dernier gros ravito. Là, j'essaie de bien me remettre là-dessus parce que on a encore 2 montées à faire derrière, une grosse d'ailleurs direct après le ravitaillement. Donc là, il faut vraiment que je me refasse.
je sais qu'il y a moyen de faire quelque chose, mais voilà, faut pas non plus trop s'enflammer. Donc, tu arrives à l'avant-dernière bosse avant de rejoindre la France et Valorcine au 81e kilomètre. Tout continue de plutôt bien se passer. Tu arrives à Valorcine dans des bonnes dispositions. Et devant toi, il y a le dernier juge de paix qui est l'ascension vers Tête au Vent en passant par le col des Montées. Est-ce que tu peux nous parler de ce passage-là très particulier? Bah, du coup, à Valorcine, je suis assez bien. Tu vois, là, on est vraiment sur la fin d'après-midi et la nuit va bientôt tomber. Donc, le but, c'est d'essayer de sortir, de sortir mon type de coureur entre Valorcine et le col des Montées, c'est une partie qui est ascendante, mais pas trop. Donc, je me dis, ça sent l'écurie, ça sent l'arrivée. Donc, je pense que là, il faut tout donner. Alors, tout donner, c'est pas se mettre à fond, mais c'est d'augmenter un petit peu le rythme. Donc là, on est sur peut-être 8-9 heures de course. Je me dis, il faut que je le cours, parce que je suis capable de le faire. Je connaissais cette partie-là, parce que sur le marathon du Mont Blanc, on le fait à l'envers. Donc, je me dis, cette partie-là, il faut que tu la cours. Donc, j'essaye de faire ça. Alors, pas pour faire de la place, quoi que ce soit, mais pour gagner du temps vis-à-vis voilà, de l'environnement qu'il y a entre la nuit, le jour, cette gestion-là. Je sais que la dernière descente est la plus technique de la course, où voilà, il y a pas mal de plaques calcaires. Enfin voilà, donc j'essaye d'anticiper tout ça, de sortir un peu mon épingle du jeu là-dessus, voilà, de faire un choix, tu vois. Donc cette partie-là est super bien gérée. Je cours assez vite. Je pense que là sur le classement, j'arrive à prendre du temps sur devant où il y en a beaucoup de coureurs qui sont entamés. Moi, je le suis beaucoup moins. Derrière, j'arrive à prendre du temps également. Et c'est vrai que là, il y a la dernière ascension. J'arrive au col des Montées pour monter la tête au vent. Et c'est vrai que dans ma tête, je suis serein parce que j'ai fait une très bonne course voilà jusque-là. Enfin, surtout, j'arrive à gérer quand même un effort assez bon. Et là, je me dis, bon, maintenant, faut y aller, faut se sortir les doigts et vraiment y aller. Donc, j'entame la montée de la tête au vent de la meilleure des manières. J'avais vraiment à avoir un rythme assez soutenu dans les montées, à pouvoir relancer à certaines parties. Et là, je sens que pour revenir à mon ampoule, là, je sens que j'ai un truc qui doit être large comme un sous-boc de bière, tu vois, sur le talon. Mais du coup, je fais le job, je pense pas à ça, je continue, je monte. Le temps commence à se couvrir, il commence à y avoir voilà de la pluie, du brouillard et le jour commence à vraiment baisser. Et là, entre chien et loup, je fais une très bonne montée, j'arrive à la tête au vent. Je commence à un peu plus m'habiller parce qu'il commence à faire froid. Il y a du brouillard, il y a la bonne pluie qui tombe et il fait nuit. La visibilité est pas bonne, donc il faut vraiment gérer ça pour rejoindre la Flégère et basculer derrière et finir à Chamonix. Pour moi, voilà, il restait pas beaucoup de kilomètres. Le plan de course était quand même assez réussi. J'étais bien et là, je misais vraiment une belle course. Parce que là, j'étais au-delà du top 10 et je pouvais gérer, je pense, un top 5. Et là, c'est le drame. Tu arrives dans les pyramides calcaires et donc là, effectivement, tu racontes que l'environnement commence à être changeant autour de toi, les conditions de visibilité sont moins bonnes, la nuit arrive et le temps se couvre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu es dans les pyramides calcaires? Du coup, bon, je fais attention sur les descentes, je gère, je suis les balises, etc. Et là, j'ai une très mauvaise visibilité. Je suis pourtant assez serein dans ma manière de faire, d'agir, tu vois. Je suis conscient un petit peu de ce que je fais. Je suis pas dans le mal, mais bon, il y a quand même de la fatigue. Et là, en fait, je me paume. Et je me paume dans un environnement où là, il commence à faire bien nuit, c'est bien tombé, brouillard. Enfin, je voyais pas à 15-20 mètres, tu vois, à l'endroit où j'étais. Et du coup, j'essaie de revenir sur mes pas, de trouver un truc. Et tu vois, sur ces pyramides calcaires, il n'y a pas réellement un chemin, tu vois. Donc, je pense que je suis tombé vraiment au mauvais endroit et du coup là c'est pas dans la panique mais tu vois j'essaye de retrouver de monter redescendre et en fait en faisant ça je me paume encore plus, je me retrouve dans des rhododendrons, j'essaye de regarder au loin, d'éteindre ma frontale et essayer de voir tu vois si je vois d'autres frontales au loin, d'essayer de les rejoindre au loin, j'en vois une, alors est-ce que
c'est un petit peu plus haut par rapport à un chemin que j'ai fait, donc j'essaye de rejoindre le truc, mais en pleine nuit, bah, tu vois rien. Je prends quand même mon sifflet, tu vois, pour siffler dedans, mais les gens n'entendaient rien. Et Là, puis, je tu me n'avais dis, pas oh de là tracé là. GPS en plus. À l'époque, il n'y avait pas Non, de tracé bah GPS. non, à l'époque, tu vois, j'avais une V800 de Polar et bah, t'avais pas encore, tu vois, tout ce qui était itinéraire de course ou GPX à mettre dedans. Donc là, j'avais vraiment rien. Donc là, il flottait de plus en plus. Enfin là, c'était grosse flotte, quoi. Et je me dis, bon, bah, je vais appeler le PC course, tu vois. Et du coup, j'appelle, je tombe sur le PC course, ils me disent, ouais, mais on te voit, parce que, tu sais, j'avais ma balise, donc ils me voyaient bien. Ils me disent, bah, en fait, t'es entre les deux chemins, donc essaye de trouver le truc. Et au final, il pleuvait tellement, tellement, tellement que mon portable prend l'eau et c'est ça. Donc là, je me dis, bon, voilà, il Il y a faisait comme un froid, tu signe. vois. Ouais, il faisait froid. Enfin, donc là, je me dis, bon, respire, calme-toi. Du coup, bah, je prends un gel, tu vois, pour me dire, là, on est sur une période de stress, donc tu vas encore plus solliciter, tu vois, ton organisme, tu vas puiser encore plus d'énergie. Donc, je prends un gel pour bien gérer tout ça. Puis après, bah, j'essaie de passer, mais je passe par des endroits, laisse tomber. Enfin, ça ravinait à des endroits. Enfin, je pensais pas que sur une course comme la CCC, ça pouvait arriver. Enfin, tu vois, parce que pour moi, la CCC, c'est une course assez roulante, tu vois, même s'il y a énormément de dénivelé. Mais là, voilà, le seul endroit où il fallait pas se perdre, c'était là, et c'est ce que j'ai fait. Et ouais, du coup là, c'était pas critique, mais enfin voilà, j'étais pas bien, surtout en fin de course, avec le stress, l'énervement de te dire, putain, t'étais dans le top 10 et là, t'es en train de tout perdre, toutes les heures que tu as fait, enfin, tu vois, à remonter, etc. Mais bon, le but était de retrouver son chemin. Voilà, il fallait faire abstraction de tout ça. Et après des minutes et des minutes et des minutes, bah, j'ai retrouvé mon chemin. Mais des minutes et des minutes, bah, ça a fait plus de 45 minutes où je me suis perdu. Donc 45 minutes dans cette situation-là, je peux t'assurer que c'est très, très, très long. Qu'est-ce que tu ressens, Voilà. toi, suite à cette mésaventure? Est-ce que c'est de la colère contre toi-même ou contre les conditions? Est-ce que tu trouves ça injuste? Enfin, qu'est-ce que tu ressens? Ouais, après, je me dis, tout le monde est passé par le même endroit, tu vois. Il y en a d'autres qui ont peut-être chopé encore plus de brouillard, tu vois, en passant derrière moi. Devant, bah, ils se sont pas perdus. Enfin, je m'en prends qu'à moi, tu vois. Je peux pas dire, ouais, c'est la course, parce que la course fait un travail exceptionnel, tu vois, là-dessus. Enfin, voilà, après, c'était peut-être un manque d'inattention, je sais pas. Et après, je peux m'en prendre qu'à moi. C'est sûr qu'il y a de l'énervement, mais après, il faut se dire que je savais pas ce que j'allais faire sur la course. C'était une découverte. Et bah voilà, à ce moment-là, je devais être 6 7e, tu vois, je remontais vraiment bien et c'est vrai qu'on me disait que devant, il y avait carrément la possibilité de passer et il y avait un mec que j'étais en chasse et qui finit, je crois, 4e ou 5e, tu vois, où j'étais en Hmm. chasse et lui aussi fait une très belle fin de course. Donc j'étais sur la même dynamique. Après, bon, on peut pas refaire l'histoire, hein, parce qu'au final, je me suis perdu et du coup, je ferai pas un top 10. On verra ça après, mais voilà, c'est de l'énervement après moi, mais derrière, je me dis, tu as quand même vécu une super expérience. J'ai ma compagne qui est à distance, qui elle est sur la pauvre, elle est sur le live trial, elle a aucune information. Elle sait que on m'a eu au téléphone, mais au final, bah, derrière mon téléphone a lâché, donc il n'y a plus aucune information. La balise, il n'y a que le PC course qui peut l'avoir et pas elle. Donc je me dis bon, Ça voilà, doit être tu stressé, as ouais. retrouvé ton chemin. Bah maintenant voilà, tu fais profil bas, tu continues, tu passes le ravito de la Flégère, tu Donc là, t'arrêtes il pas, voit tu à la vois. flégère, il voit plutôt arriver un homme des bois plutôt qu'un coureur d'ultra. Ah, mais je me retrouve avec des feuilles de rhododendron sur la figure. Enfin, tu vois, on sent que j'ai jardiné, quoi. Et du coup, ils me disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, prenez un Je me suis bol fait de soupe. attaquer Je par un dis, buisson. ouais, j'ai dit, bah non, non, c'est très gentil pour le bol de soupe, mais je pense juste une chose, c'est passer la ligne d'arrivée et d'aller boire une bière, tu vois. Donc, tu te lances Donc dans du la dernière coup, bah, descente, t'es plutôt désabusé, mais à pleine balle, en fait, t'as envie ouais, d'enfuir après je totalement. retrouve, tu vois, en fait c'est marrant parce qu'en redescendant, je retrouve des mecs que j'avais doublés et les mecs ils comprennent pas pourquoi je suis là parce que ils voient que j'ai encore un petit peu de fraîcheur et il y a de l'énervement, tu vois, donc j'explique vite fait. Et en fait, ce qui est super drôle, c'est qu'après cette descente de la Flégère, quand j'arrive en ville, j'avais des copains qui m'attendaient et
j'étais tellement énervé que je cours assez vite, tu vois, dans les rues de Chamonix. Et il y en a un qui me dit, mais je te rejoins là-bas, tu cours trop vite, tu vois. Et ouais, je fais un dernier kilo, c'est drôle, je le fais en 3,40, je crois, tu Oh là vois. là, ok. Et c'est marrant parce que il y a même plus la fatigue qui est en jeu, c'est enfin voilà, il y a l'énervement et le truc de vouloir finir. Et en fait, tu sens que c'est là que tu vois la puissance de l'esprit et du mental, c'est que dans les deux cas, soit il peut te limiter, tu vois, et te brider à mort parce qu'il le veut, tu vois. Et là, quand il a lâché prise et que c'est comme quand tu es dans un petit peu une sensation voilà d'invulnérabilité, là c'est autre chose, c'est que en fait tu t'en fous de tout et enfin voilà. Bah, du coup ça t'enlève tous les limitateurs et du coup voilà, j'ai fini fort, même pas pour gagner quelques places, hein, pour finir et passer la ligne. Je suis content de passer la ligne parce que quand je me dis si tu repenses à il y a 1 heure où t'étais ouais, t'es content de passer la ligne, voilà, je suis un peu désabusé quand même parce que je me dis bon, j'aurais pu faire mieux, que je Donc c'est un perds 45 sentiment minutes de partagé en course. fait, c'est à la fois de la satisfaction et une déception quand même qui prédomine. Ouais, c'est ça, tu es sur de l'entre-deux et donc tu passes, tu passes la ligne et puis tu es content, tu partages avec les gens, tu partages avec Ludo Collet qui est le speaker de l'UTMB qui est un bon copain et tu vois, il est là et bon, il me réconforte, ça fait plaisir, j'avais fait une belle course mais bon, voilà et puis derrière, voilà, t'as fait ton histoire sur la CCC, sur celle-là, tu vois, où les gens se disent, bah, ouais, on a bien suivi, on a vu qu'il s'était perdu, voilà, donc ça a créé, voilà, ça crée un petit truc en plus, et bon, c'est dommage, et bah voilà, ce que je fais, la première chose, c'est que je récupère ma polaire de finisher, je me change pour me réchauffer parce que je suis trempé. Et puis bah je vais dans le bar juste à côté où du coup le patron du bar a suivi en fait tout ce qui s'était passé. Il me dit bon allez mon gars, je t'offre quoi, une grenadine? Je lui dis ah non moi je veux une pinte hein, tu vois. Et puis en fait elle arrive la pinte, je la descends d'un coup parce que j'avais quand même soif. Alors il me regarde bizarrement, je dis allez je vais payer la mienne. Donc du coup j'en ai repris une et puis voilà après. Tu Après, finis en derrière, quelle position? Je sais plus si tu l'as dit, Yann. je sais plus, je crois que je fais. Top 15? Ouais, je suis dans le top 15, je dois être 12e, un truc comme ça. Bah voilà, il n'y a pas le top 10, parce que c'est pas mal, tu vois, d'avoir sur son CV, de dire, bah voilà, j'ai le top 10 à la CCC. Bah écoute, j'ai essayé de le refaire 2 fois derrière, j'ai abandonné, donc c'est une course je pense, qui est faite pour moi, tu vois, parce que voilà, il faut que j'aime pas rester sur un sentiment comme ça et je pense qu'il y a vraiment une histoire entre la CCC et moi et pourtant bah, quand je parle des 2 abandons de cette fin de course qui est comme ça, je peux pas m'arrêter à me dire bon bah c'est pas grave, je vais passer à l'UTMB derrière, tu vois, qui est la grande sœur. Non, il faut qu'il y ait un sentiment d'aboutissement, tu vois, sur cette course-là. Et après, on ira sur l'UTMB. Mais pour moi, ouais, c'est un point d'honneur d'y retourner, tu vois, de la finir. Après, peu importe le classement, mais de la finir et dans de bonnes conditions, tu vois, en disant, bah, tu vois, cette fois-ci, c'est moi qui ai le mot de la fin, quoi. Et voilà. C'est une course, ouais, L'histoire qui n'est pas terminée. restera. Ouais, l'histoire est pas terminée. Et puis voilà, c'est une course qui restera pour moi, voilà, sur plein de choses différentes, voilà, ancrée en moi sur la découverte de ce que je suis capable de faire, ce que l'être humain est capable de faire et ce que je veux transmettre aux gens en disant que tout est possible, tu vois. Et puis voilà, il faut rien lâcher, et tu vois, voilà, d'un petit moment d'inattention, bah voilà, ça peut tout faire briller. C'est le cas, bah voilà, pour ça, pour l'alimentation, l'hydratation, pour plein de choses, tu vois, sur le manque d'humilité, l'excès de confiance en soi, bah voilà, C'est des enseignements pour la ça, suite. ça te remet, ouais, ça te remet direct à ta place et bah, ça fait du bien, tu vois, voilà, ça te permet le lendemain de dire, bah voilà, je vois les choses autrement et voilà, maintenant il faut que ça reste ancré, que je l'ancre bien en moi, mais voilà, c'était malgré tout un super souvenir et puis pour finir sur mes ampoules, bah en fait je me suis chopé 2 ampoules sur les talons, sur chaque pied. J'avais des super jambes le lendemain, tu vois, j'étais capable de faire un petit footing, alors lent, mais c'était pas possible à cause des 2 ampoules que j'avais dessous, mais j'avais des trucs ouais, larges d'un diamètre de 10 cm, quoi.
Bah, écoute, merci beaucoup Johan pour ce récit passionnant et cette aventure vraiment riche en rebondissements au cœur des Alpes. On va parler un Merci à peu, toi. on va parler d'avenir maintenant. L'année 2020, elle est extrêmement chahutée et je pense que là, on est un calendrier de fin d'année très compromis. Hormis donc 2021 et cet objectif de la CCC, est-ce qu'il y a d'autres courses qui sont à ton programme d'ores et déjà? Ouais, bah écoute, je vais repartir sur les bases, sur le marathon du Mont Blanc ou le Lavaredo, on verra. Mais sur la 6000D, qui est une course qui compte pour moi, et bah, sur la CCC forcément, et sûrement l'Endurance Trail des Templiers pour continuer sur cette lancée de plus de 100 km et de pouvoir entrevoir de l'ultra en 2022. Et sinon, je pense qu'il y aura beaucoup de trips perso de mon côté, où voilà, faire des choses pas pour me mettre en avant ou mettre en avant ce que je fais, comme c'est arrivé très souvent là sur des personnes en disant moi j'ai fait ci et j'ai un plus gros kiki que vous, tu vois. Non, c'est pas ce qui m'intéresse, c'est plus des quêtes spirituelles pour moi, voilà. Et puis surtout de partager aussi des trucs avec les gens en respectant forcément les conditions, mais voilà. Il y aura beaucoup de trips en amont et sinon sur de la préparation pure entraînement, je vais travailler beaucoup plus les bases de vitesse en début d'année, donc sur des entraînements assez intensifs, sur un travail de pied et voilà. Bah, écoute Johan, je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin, mais avec le motto de la fin, autrement dit la devise qui t'est particulièrement chère, qui te motive et qui te guide dans la vie. Quel serait le motto que tu souhaiterais partager avec nous? Bah, moi, c'est simple, je viens d'un petit village dans le sud qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, qui est entre Avignon et l'Île-sur-la-Sorgue. La devise de mon village, c'est l'obstacle augmente mon ardeur, et je pense que c'est bien résumé par rapport à tout ce qu'on a dit sur le podcast, et voilà. Donc, l'obstacle augmente mon ardeur. Très beau motto. Écoute, merci beaucoup Johan, c'est malheureusement déjà la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vivre au plus près de toi cette CCC qui a été loin d'être un long fleuve tranquille. Et puis merci également d'avoir partagé plus globalement ton parcours de vie qui, je n'en doute pas, doit être très inspirant et motivant pour beaucoup de nos auditeurs. Ça a été un réel plaisir d'échanger. Je te souhaite beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir pour tout ce que tu vas entreprendre et puis tous tes projets à venir. Eh ben, merci à toi, Guillaume, et longue vie à Course Épique. Et ce fut vraiment un grand plaisir. Et je te souhaite une bonne continuation. Continue là-dessus parce que voilà, tes podcasts ont le mérite d'être connus, d'être écoutés. Et ouais, c'est un réel plaisir d'avoir parlé de cette expérience. Ça a beaucoup changé. C'est un podcast totalement différent. Et voilà, ça va mettre en avant. Bonne continuation et à très vite et à bientôt. Merci beaucoup Johan, ça me touche, c'est très sympa. C'est très plaisant en tout cas cette interview. Je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi aussi. Salut Johan, merci pour tout. Salut à tous. Ciao, merci. Merci à tous de nous avoir suivis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming, et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à nous mettre le max d'étoiles sur iTunes, cela aidera Course Épique à se faire connaître plus largement encore. Merci, et à très bientôt pour un nouvel épisode de Course Épique.